comment vous allez? J'espère que vous allez bien et toujours en bonne forme. Et cette nouvelle vidéo, elle est considérée, ou bien consacrée pour nos amis du Master 1 Littérature, module francophonie, littérature et francophonie. La seconde, non, bien la précédente vidéo, je crois, c'est par rapport à la francophonie. Aujourd'hui, je vous ramène euh, un nouveau, si on peut dire, cours par rapport à la colonisation. La colonisation, le roman colonial, il y a beaucoup il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup d'informations, et aussi il y a le côté historique, des noms des écrivains, des vulgarisateurs. Euh, Ça demande juste d'être assidu et de respecter le, le programme. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? On va débuter directement. On va parler du roman colonial. Bon, avant de parler de la littérature coloniale, on doit parler du roman colonial. Mais on doit néanmoins donner une petite introduction par rapport à la littérature coloniale. Qu'est-ce que ça veut dire la littérature coloniale? Voilà. Et elle est liée à je dirais, à quelle thématique, comment elle est vue par rapport aux écrivains, par rapport aux penseurs. Pourquoi on pose la question? Pourquoi nous, étudiants c'est-à-dire le 21e siècle, on est très intéressés par ces sujets, et voilà. Il y a un moment des questions, on peut les former et poser des questions philosophiques, des questions de sort, de destin, voilà, énormément de choses. Bon, restons sur le sujet, la colonisation. Et le phénomène de colonisation, ou bien la littérature coloniale et sa relation avec la terre, avec les gens, avec les populations, etc. Bon, lorsqu'on parle de la littérature coloniale, on a quoi? On a littérature, on a coloniale, c'est-à-dire l'aspect historique, hein, le côté historique. Et lorsqu'on dit le côté historique, entre parenthèses, on parle de la terre, des populations, des mœurs, des traditions. On parle de l'origine, hein, d'identité, on parle de cette vision future vers l'avenir. On parle de l'origine énormément de bien solliciter, c'est-à-dire les bons et les moins points. On parle aussi du côté philosophique, hein, philosophique. Comment le côté philosophique, c'est pas, c'est-à-dire on ne va pas parler philosophie, non. Le côté philosophique par rapport aux écrivains, pourquoi ils ont adhéré, ils avaient une tendance, normalement un écrivain ou bien un penseur, il doit avoir ce qu'on appelle l'esprit objectif, hein, rationnel. Pourquoi ces écrivains de la colonisation étaient à la faveur, étaient au service de l'administration coloniale? C'est-à-dire, comment ça? Normalement, on a cette expression qui dit que l'écrivain, il a toujours l'esprit d'un prophète. L'écrivain, c'est quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui ne peut pas mentir, quelqu'un qui ne peut pas, comment dirais-je, falsifier voilà, il ne peut pas. C'est un archéologue par rapport à, je veux dire, à la langue. Il fuit. euh, voilà. Mais hélas, on découvre que oui, il existe euh, des gens qui sont considérés comme des mercenaires de la langue, qui sont engagés au service de leur pays, au service une devise ou bien un service d'une cause. Voilà, vous saviez bien que la colonisation, c'est une cause. Hein. C'est une cause, c'est une cause par rapport au maintien euh, des principes d'une autorité. D'une autorité. Pourquoi? Parce que le fait d'être fort, puissant, ça me donne, c'est-à-dire, on peut dire, je sais pas comment expliquer ça, mais
je pars de la côté de l'Empire français. L'Empire français était un empire fort et cette force je dirais, aveuglé pour, c'est-à-dire sur le côté humain. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que la subsistance de cette force et de ses intérêts demeure, demeure vitale si il va conquérir d'autres terres, hein, n'est-ce pas, le côté de l'Afrique du Nord, et de conquérir pour ne pas, c'est-à-dire épuiser ses forces, ne pas épuiser ses richesses. C'est-à-dire il a besoin d'aller loin, très loin, pour ramener ses richesses, pour, voilà, pour récompenser, compenser, si on peut dire, le vide. C'est ça. C'est-à-dire que le principe de la colonisation était un principe économique, de base. Il était économique. Pourquoi? Parce que je vais chercher ailleurs pour compenser le vide que j'ai. Ça, c'est un principe humain. Mais il est devenu un principe dans la doctrine de l'Empire, n'importe quel empire, même si on parle de l'Empire britannique, si on parle de l'Empire de l'Antiquité, romain, grec, tous les colonisateurs, tous les conquistes, si on peut dire, on peut les appeler comme ça, ils avaient cette doctrine. C'est chercher ailleurs pour compenser ce qu'ils ont dans leur pays natal. Alors, bien sûr, c'est-à-dire appliquer cette, si on peut dire, cette doctrine, hein, il faudrait des arguments pour, bien sûr, pour convaincre. Pour convaincre. Ce sera des arguments, bon, je parlais tout à l'heure de la philosophie, et ce sera des arguments philosophiques. Pourquoi? Parce que la philosophie, on va entrer la philosophie, on va, comment dirais-je, essayer de convaincre des gens ils n'ont rien à voir avec la religion. Ça, c'est le côté des athées, le côté de non-croyants. Mais pour les croyants, on va les convaincre avec la logique. Parce que on sait bien que dans le monde entier, il existe des gens rationnels. Même dans les pays qui découlent, dérivent de ce fléau de la colonisation, il y avait forcément des gens rationnels qui étaient contre. Mais l'administration, pour les convaincre, elle va appliquer tous ces armes, tous ces outils, soit dit le côté philosophique, le côté de la logique, etc. Ça, c'était le début de la colonisation, si on peut, c'est-à-dire déterminer, l'encadrer de cette manière. Maintenant, pour entrer directement dans la colonisation, dans ce module qui est programmé pour les Master 1, on va parler de ce qu'on appelle le roman colonial. Le roman colonial, moi, je le trouve que c'était un projet. Un projet qui comprend dans ses, si on peut dire, dans ses entrailles, à l'intérieur, il y avait sûrement un plan sous-entendu, caché, qui est le plan de la subsistance, du maintien de la colonie, de la colonisation, la colonie de la colonisation, les terres, cette doctrine, etc. C'était un projet. Parce que le roman, il sort c'est pas pour, certainement, c'est pas pour intéresser les gens qui lisent. C'était pas un projet d'acculturation, mais c'est un projet donc le mot un peu, j'arrive pas à le. Voilà, c'est pour un lavage de cerveau, ce qu'on appelle l'endoctrinement. Voilà, c'était un projet d'endoctrinement, un projet lavage cerveau. Pour les gens qui étaient contre, pour les gens qui sont dans cette colonie, ou bien pour le soulèvement parce que c'est bien que le soulèvement, cette indignation des peuples dans les colonies, elle ne venait pas ne découle pas du néant. Il y avait derrière une misère, comment dirais-je, un- une sorte de- il y avait une dégradation sur le côté économique, le côté social. Il y avait un manque, c'est pour ça. Et aussi, voilà, parce que c'est bien que l'Empire, il ne peut pas gérer à 100% ses terres. Il y a forcément des, j'appelle ça des éclats, ou bien des,
un déclenchement, ou bien l'essentiel, c'est que le roman, c'était un projet. Moi, je le considère comme un projet qui comprend un plan. Bon, la littérature coloniale, il faut savoir que la littérature coloniale, pour le déterminer, c'est difficile. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'écrivains et des vulgarisateurs, hein, des figures de proue, des écrivains qui représentent un roman, c'est-à-dire des figures de taille, hein, c'est pas n'importe quoi. Des contes théoriciens, ils ont présenté chacun, il donne une définition, comme j'ai donné cette définition, ma propre définition par rapport au roman colonial. C'est une définition amateur, personnelle. C'est la même chose pour les théoriciens. Alors, il n'y avait pas un consensus. Entre eux, il n'y avait pas un consensus. C'est pour ça qu'on dit que c'est assez délicat de donner une définition à 100% par rapport à un roman colonial. Alors, il vient Jean Morat. Jean Morat, on a vu Jean Morat dans la francophonie. Alors, ce personnage, c'est un rechercheur. Il était toujours présent lorsqu'il s'agit de colonisation, lorsqu'il s'agit de littérature coloniale, francophonie, littérature, identité. Il y avait toujours, on cite toujours ce nom parce que c'est très important comme une référence. Il considère, ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va englober, hein, il va collecter tous ces définitions de ces différents théoriciens, il va les mettre dans un ouvrage ou bien dans un article qui porte le nom de ce qu'on appelle l'examen d'une opposition de la littérature coloniale. Voilà. Et cet article qui va englober ce qu'on appelle des acceptions. Vous avez trois acceptions. Une acception thématique, qu'on voit devant vous, une acception idéologique, et dernière exception, c'est une acception sociologique. Bon, je vous donne directement une petite définition comme ça qui englobe le tout. Et une acception thématique, c'est-à-dire que cette acception thématique, elle considère, ou bien elle représente la littérature coloniale comme quoi? Alors, elle la représente comme une démarche documentaire, ou bien un outil de documentation. C'est comme, voilà, c'est comme un reportage, si on peut dire, ou bien, c'est pas, oui, c'est comme un reportage un reportage qui retrace, hein, qui retrace les événements, les situations et aux alentours de la colonie, à l'intérieur de la colonie, entre la population, pour ramener ou bien pour nous transmettre un réel par rapport à une situation, par rapport à cette colonisation, par rapport à cette colonie. Il n'y a pas c'est-à-dire il n'y a pas de fiction, il n'y a pas le côté fictif, il n'y a pas de fiction. Alors, c'est pour ça, elle est considérée comme une sorte de documentation. Ça, c'est un. Deux, vous avez l'acception idéologique. Dans l'acception idéologique, il faut savoir que, c'est-à-dire la littérature coloniale, par rapport à l'acception idéologique, c'est une aussi, si on peut dire, elle est considérée comment dirais-je, c'est-à-dire moi je parle de l'administration coloniale. C'est aussi un message ou bien un principe idéologique pour eux. C'est une mission idéologique pour transmettre, on a dit tout à l'heure, pour le maintien de cette colonie et de cette doctrine, etc. Voilà, alors puisque cette acceptation idéologique, elle est pour les bons, je dirais, la bienveillance de cette doctrine coloniale dans des colonies par rapport à la population, elle va présenter que les bonnes choses, elle va présenter les progrès, elle va présenter, par exemple, entre parenthèses, je dirais que elle va montrer que c'est-à-dire la mission de cette administration coloniale, elle vient pour une mission civilisatrice, une mission de christianisme, de christianisation, de montrer que, parce que aussi le côté religieux il est très important, parce qu'on ne part pas de la langue, surtout,
c'est-à-dire aussi forcément le côté religieux, le côté aussi de modernisation, le côté de la connaissance, euh, aussi de dominant-dominé. On a un côté aussi ce qu'on appelle dans la sociologie, j'ai oublié le terme, la diglossie. Il y a un côté de diglossie, une langue dominante qui domine sur les autres langues. Aussi, il y a tout cet amas de... Voilà, c'est le côté, ce qu'on appelle l'acception idéologique. Dans l'acception sociologique, la littérature coloniale, comme la littérature des groupes sociaux, euh, bien, voilà, elle est tout. Bon, ici, l'auteur, il fait la comparaison, la littérature coloniale, euh, comme la littérature des groupes sociaux, d'accord, et constitue de. Donc, on a pour opposition. Bon, elle vient à l'opposition de ce qu'on appelle la littérature du voyageur, d'accord? Ici, le roman colonial, il revient à un roman colonial qui fait partie de cette littérature, généralement une œuvre, voilà. Ici, bon, je vais vous résumer en disant que le roman colonial, c'est une œuvre considérée comme une œuvre littéraire. Une œuvre littéraire qui est, bien sûr, une œuvre littéraire qui est fictive, fiction, qui est bon, écrit par des écrivains établis ou bien nés dans la colonie, et c'est-à-dire leur point de vue, ou bien sûr on peut dire leur mission était bien sûr, pour parler de ce qui se passe dans la colonie, d'évoquer, d'écrire c'est-à-dire la vie, le quotidien des colons, euh, de parler de tout, sur l'aspect historique, pardon, l'aspect social, le côté social, évoquer les relations entre les gens, les traditions, aussi de parler du tempérament des colons et aussi des indigènes, de relations avec l'administration, avec les colons, c'est-à-dire aussi de présenter une sorte de littérature écrite par ces gens de la colonie, pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Bien sûr, c'était un message lancé aux Français de la métropole et aussi de l'Europe, peuple européen, pour dire que nous, on est une partie intégrante de vous. On peut pas on peut pas se délaisser de vous. On est toujours. Cette littérature, c'est un moyen de lancer un appel pour aussi solidifier euh, leur côté, si on peut dire, aussi pour déterminer, bien pour exprimer et dire que la colonie existe, même si l'administration, elle n'est pas à la hauteur, même si on est oublié, si la France, elle cesse, elle coupe, ou bien si on peut dire, son, sa, sa contribution, elle recule, la contribution, parce qu'on sait bien que l'Empire français, il, comment dirais-je, le mot il me fuit, il aide ces colonies avec les armes, avec les matières les matières premières, avec l'industrie, avec les ingénieurs, avec beaucoup de choses, hein, avec les chercheurs, c'est-à-dire que, mais après, je crois, lorsque il y avait, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, les colonies, ils ressentaient ce délaissement, si on peut dire, cette négligence parce que la France était faible, elle est sortie de deux guerres, euh, aussi, comment dirais-je, elle a investi énormément dans la guerre de l'Algérie. Alors c'est pour ça que les colonies trouvaient que bien les colons et la population, ces colons trouvent que, bien voient qu'ils sont délaissés.
Il ne faut pas étayer trop. Je pense que ça, c'est très, très. Elle englobe le côté social, l'acception sociologique. Maintenant, on vient à ce qu'on appelle la naissance du roman colonial. Bon, le roman colonial est né pour un seul, ou bien une, si on peut dire, en réponse à deux facteurs principaux. Vous avez le facteur politique, le facteur esthétique. Le facteur politique, c'est, si on peut dire, le facteur politique si on part, ou bien on démarre du plan historique. On dirait que le mouvement colonial euh, a, c'est-à-dire, il sort très affaibli de la Première Guerre. Trop affaibli de la Première Guerre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ces territoires, ils n'étaient pas à 100%, comme c'est décrit ici. Ils étaient très, très, ils ne pouvaient pas gérer ces territoires. Alors, et bien sûr, dans les colonies, il y avait un soulèvement, d'indignation des peuples qui voulaient, qui voulaient un changement, qui réclament, voilà, qui casse, qui fait des- bien sûr, il y avait une répression, c'est tout à fait naturel, mais il y avait ce qu'on appelle un bouillonnement à l'intérieur. Il y avait quelque chose qui se bouillonne à l'intérieur, une chaleur intense chez les indigènes et c'est aussi chez les colons. Alors, pour apaiser cette tension, l'administration coloniale, elle a comme objectif de créer quelque chose. De créer quelque chose. Alors, elle trouve que c'est-à-dire le moyen, c'est-à-dire sur le côté militaire. Le côté économique, c'est pas suffisant. Parce que côté économique, la sécurité, c'est juste un calmant. Et après, je sais pas, après 6 mois, une année, les émeutes reviennent et on retourne au point zéro. Oui. Alors elle cherchait forcément un autre alternative très puissant, très, très, c'est-à-dire à long terme, mais comment dirais-je, il doctrine les gens euh, de les remettre sur terre, c'est-à-dire s'ils avaient la terre, pardon, le cerveau et les idées volantes, alors elle doit mettre ces gens doit les remettre sur terre. C'était le plan littéraire dans la littérature, c'était un plan en relation avec la langue. C'était en créant ce qu'on appelle le roman littéraire. Le roman littéraire était, ou bien le roman colonial, pardon, le roman colonial c'était un projet, comme je disais tout à l'heure au début, pour le maintien et la subsistance de la colonisation, ou bien de la doctrine coloniale, le maintien des colons. Parce que aussi, il faut savoir que ces colons, c'est pas que les colons, les colonies, hein. Il y avait les colonies, il y avait aussi les protectorats. Les protectorats comme le Maroc, la Tunisie, etc. Tout ça, entre dans ce qu'on appelle la doctrine de la colonisation. Soit colonie, soit protectorat. Alors, pour le maintien et la subsistance de cette administration coloniale, a trouvé que le roman colonial, c'est un... parce que, il faut dire, les gens de hier, les gens de cette époque, ce n'est pas les mêmes populations d'aujourd'hui. Les habitants d'aujourd'hui, de ces terres qu'aujourd'hui, ils ont eu l'indépendance, etc. Au niveau de la langue, ils ne savent rien. Ils savent rien. C'est juste les gens qui font des études, bien qu'ils ont, mais la majorité des gens, ils ne lisent pas. Ils ont pas. C'est pas la même chose. Cette population de colonies, même si c'était une population sous dominance, mais c'était des populations vraiment instruites. Et quand ils lisent la langue française, ils ont, pourquoi? Parce que, comment dirais-je, la preuve, si ces gens, ces populations, ils n'avaient pas un degré d'acculturation, je parle même des indigènes, hein, parce que il y avait les indigènes aussi, ils avaient l'accès bien sûr, à l'éducation, ça c'est une réalité. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que lorsque la France sort,
sortent de l'Algérie et des anciennes colonies, elle a laissé des francophones. Et puisque vous me dites que la population à l'époque, ils étaient, comment dirais-je, euh, opprimés, ou bien ils étaient, comment dirais-je, délaissés, ils ne savent ni lire ni écrire. C'est vrai, il y avait une population qui ne savait ni lire ni écrire, mais c'est une population, moi je le trouve, dans les zones rurales. Mais ce qui était les indigènes qui vivaient dans la société, si on peut dire, à l'intérieur, ils avaient l'accès. Pourquoi? Parce que nos parents, nos grands-parents, ils parlaient français. Ils parlaient français, ils lisent français, ils parlent très très bien français. Alors, alors comment dirais-je, cette argumentation qui disent il y avait, tout le monde était analphabète. Alors moi, elle ne colle pas. Vous voyez, ça c'est juste quelque chose qui est très logique. On peut la comprendre et la saisir. Revenons sur le roman colonial. On a dit quoi? On a dit que le roman colonial, c'était un projet pour qu'il touche cette population, la population de la colonie, soit les indigènes ou bien les autres. Parce que le roman colonial, c'était un but pour le maintien de la colonie. Hein? Le maintien de la colonie. Le maintien de la colonie par rapport à qui? Par rapport à la population. Et quelle population? La population indigène qui est visée. C'est qui est visé? C'est pas l'administration. Parce que l'administration et les colons, ils parlent, ils viennent c'est un français, c'est un espagnol, je sais pas qui. Ils parlent la langue. Mais le soulèvement, l'indignation, elle est faite par qui? Par les indigènes. Et les indigènes, ils parlent français. Puisqu'ils parlent français, ils lisent français. Et le projet du roman colonial, c'est forcément... non, c'est quelque chose de logique. Parce que ce projet littéraire, il va toucher les esprits, il va rééduquer les gens, hein, de les remettre c'est-à-dire à la bonne, c'est-à-dire la bonne route, si on peut dire. Alors, elle a trouvé que dans la littérature, pour parler avec ces gens, je dois parler avec ces gens littérairement. Alors, je pense que ça, le fait de choisir ce projet, ça détermine la valeur de cette population. Que c'est c'est une population qui savent lire et écrire. Alors, il faut bien décrire les choses. Bon, c'était ça le but de ce roman colonial qui est cité dans le côté, ce qu'on appelle le facteur politique. Maintenant, on vient au facteur esthétique. Le deuxième facteur, c'est un facteur esthétique comme c'est bien écrit, bien cité dans... Le facteur esthétique, il touche quoi? Il touche, c'est-à-dire le goût de la population et des populations de la colonie en général. Parce que la population de la colonie, elle est composée de qui? Elle est composée des indigènes, des colons et l'administration. Et l'administration, c'est des officiers, etc. D'accord, on ne va pas les citer. Mais ils sont une partie intégrante. Alors, dans la colonie, il y avait une diversité. Il y avait une diversité. Alors, c'était le premier, on a dit le premier facteur, c'est un facteur esthétique qui touche, je dirais, le côté du goût, c'est-à-dire que à l'époque, les gens lisent, mais ils lisent des choses monotones. Ils lisent la littérature classique, ils lisent la littérature, voilà, la littérature médiévale, ils lisent des choses qui sont anciennes, ils n'ont rien à voir. Mais le roman colonial, c'est comme une chose d'un journal, comme un phénomène de journal, je dirais, qui va, bien sûr, qui va les rééduquer, qui va les orienter, hein, de les montrer et aussi de parler, ou bien de les transmettre des informations, hein, des informations sur le monde. Parce que, voilà, c'est ça le côté esthétique dans tout ce... Maintenant, on passe à ce qu'on appelle les caractéristiques du roman colonial. Les caractéristiques, comme vous voyez, ce sont, je dirais, trop... Vous avez deux textes mais si je vous donne juste une astuce, si je sais pas, si vous avez
un lexique important et savez comment véhiculer la langue. Et je vous conseille d'être bien organisé dans vos idées et vous pouvez former des caractéristiques coloniales de je dirais, par rapport à ce cours et tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous pouvez, par exemple, parmi les caractéristiques du roman colonial, on a dit que c'est un projet. Ah, vous pouvez débuter par, ou bien commencer par la définition que j'ai donnée au début. C'est un projet qui comprend un plan, etc. Et vous ajoutez des choses. Et vous parlez beaucoup de choses. Vous parlez de. On a dit que euh, et aussi, je vous demande de vous focaliser sur l'administration coloniale. Ça, l'administration coloniale, c'est le projet colonial. Lorsqu'on dit projet colonial, c'est la littérature coloniale. Voilà. Euh, c'est, elle voulait que, bien cherche le maintien de de sa place, de sa place, de la subsistance aussi, voilà, elle veut rester en perpétuel. C'est un des facteurs principaux, si vous voulez dire. Par rapport aux caractéristiques du roman coréen, vous pouvez dire beaucoup de choses, hein. Vous pouvez même dire et parler du style de l'auteur. Hein. Du style de l'auteur, bien sûr, si vous évoquez, vous connaissez des auteurs. Hein. Par exemple, si on est dans la littérature coloniale, on a deux qui sont très très importants à évoquer. Vous avez, si je n'arrive pas à oublier, sans voir en bas, attends une minute, je crois que c'est oui, c'est Bertrand et Jules Roy. Je crois Jules Roy. Attendez une minute. Oui, oui, Louis Bertrand et Jules Roy. Très bien. Euh, et vous parlez voilà, c'est des caractéristiques. Dans les caractéristiques, vous évoquez tout. Hein. Vous parlez de la société, vous parlez de la France, vous parlez de la société, la société française, comment elle vit ces derniers, parce qu'on est à la fin du 19e siècle, elle est dans son apogée, hein, elle est dans une position forte, ou bien elle va, elle connaît, hein, elle commence à détecter des faiblesses voilà, vous parlez aussi de l'armement, de l'engagement des Français. Vous parlez aussi de cette littérature qui est des écrivains de la colonie qui s'adressent. Pourquoi ils s'adressent à la métropole? Pourquoi ils s'adressent aux Européens? Bien sûr, pour maintenir et solidifier leur. Parce qu'ils ressentent que, voilà, ils étaient, comment dirais-je, délaissés, abandonnés. Alors, cette littérature aussi pour une sorte de correspondance. Vous pouvez dire beaucoup de choses. À la fin, on arrive, bien sûr, aux deux auteurs qui sont très importants, qui sont considérés comme les figures de proue de ce qu'on appelle la littérature coloniale. Vous avez Louis Bertrand. Bertrand Ada, c'était un romancier ici, historien français, né en bon, 1866-1941. Bon, il passe, bon, son lit, je vais vous donner une petite. Il passe une décennie en Algérie. Il est venu en Algérie. euh, il est venu en Algérie pour voir cette colonie, pour voir, mais lorsqu'il est venu, il va passer 10 ans émerveillé, époustouflé, émerveillé, intrigué par ces paysages, par les villes, par l'architecture française, parce que l'architecture française était très très importante. Elle a fait beaucoup de choses, hein, dont, elle a fait beaucoup de choses, et aussi par cette diversité, il était pro-français jusqu'à l'os. Il même est considéré comme quelqu'un qui est rude dans ses propos. C'était un écrivain qui n'est pas, je dirais, qui était un écrivain qui a une tendance vers la race, c'est-à-dire qui fait la distinction entre les races. Il était raciste. C'était un écrivain, mais que représente cet écrivain,
c'est quelque chose qui est un peu imposant, hors du commun. Il est écrivain, il est aussi un peintre, ce qui est très rare, euh, c'est-à-dire on parle de littérature. Écrivain est rare. C'est presque écrivain et peintre. C'est le cas de, par exemple, si on peut le comparer à de Léonard da Vinci, parce qu'à l'époque, l'écrivain était un artiste. Mais restons sur le côté de la littérature, il était très très en faveur, très très favorable au reste et le maintien et la subsistance de l'administration coloniale dans les colonies. Et il considère que les terres comme l'Afrique du Nord, ce sont des terres euh, qui, qui, euh, qui sont des terres perdues de ce qu'on appelle l'Empire romain. Il considérait que ces terres, ce sont des terres que la France, l'Empire français, a la légitimité de les prendre ou bien de les reprendre. Parce que de les reprendre, il trouve il a une doctrine, il a une vision particulière, une idéologie par rapport à ça. Et il est très 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 lu par rapport aux Français à l'époque, il est très très lu et influenceur, il influence les esprits et même l'élite. L'élite, c'est un angle, c'est-à-dire de force dans l'administration coloniale. Elle ne peut pas le négliger. Et voilà, et puis on passe à un autre qui est très... voilà, cet écrivain, il a écrit énormément dans ce qu'on appelle, par rapport à la littérature coloniale. Il y a un texte ici qui porte le nom de le massacre de Loquat, je crois. Un massacre, c'est-à-dire décrit par cet auteur dans le sud de l'Algérie, où il décrit des atrocités commises par l'administration française. Et on trouve aussi un côté d'ironie chez lui, non seulement comme écrivain et explorateur, et aussi, ou bien aussi on le considère comme historien, mais comme aussi quelqu'un qui enfonce euh, l'esprit de l'écrivain. Il montre une image dégradante de l'écrivain. En tout cas, ça c'est très palpable et évident. On a Jules Roy. Jules Roy, c'est un écrivain aussi qui est, qui est né en Algérie, 1907-2000. C'est un ami proche de Camus et Jean Amrouche. C'est-à-dire, ici, lorsqu'on dit Camus et Jean Amrouche, bon, c'est bon, c'est l'absurde, mais ça n'empêche pas de dire aussi le côté réaliste. Les réalistes sont des réalistes. Pourquoi des réalistes? Pourquoi? Parce que ce sont des écrivains qui nous transmettent bien nous transmet le euh, c'est-à-dire la situation et les événements tels qu'elle est représentée c'est-à-dire dans la réalité, sans aucune retouche, sans aucun maquillage, sans rien du tout. Ce sont des écrivains importants. Le Jules Roi, c'est un écrivain important qui était un écrivain c'est-à-dire il était représenté comme écrivain de cette littérature coloniale. Mais après, il s'est, il est sorti de ce voile. Il a adhéré l'école de Camus et de John Ambrose, qui était une école objective et rationnelle, une école qui n'était pas, je dirais, ils n'étaient pas pro-français, hein. Ils étaient anticoloniaux, mais on peut dire aussi qu'ils n'étaient pas à 100%. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit Camus, il était vraiment quelqu'un qui a une tendance vers son pays natal, hein. Son pays, je dirais, c'est pas son pays maternel, si on peut dire. Parce que c'est un Algérien, pays noir, mais son pays natal par rapport à... ce n'est pas par rapport à l'Algérie, pays natal par rapport à son origine. Son origine, c'est la France. Alors il défend les principes, ils étaient anticolonialisme, d'accord, humanistes, etc.
mais ils avaient le côté penchant vers la République et ses principes. On a terminé le cours. Merci de votre attention et rendez-vous dans un nouveau bien rendez-vous à une. Je crois que j'ai terminé. Attendez une minute. Alors je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.